une lettre pour la mairie de Nowhere. Comme quoi que le nommé Bandejane était recherché par les Allemands et qu'ils avaient trouvé sa trace. Alors, le 2 mai 1944, le 2 mai, toute notre région, Douai, Valenciennes, Cambrai, Lille, Tourcoing, tous les chemins de fer, ils sont venus peut-être à 4-5 000 forteresses, puis on a tout aplati. Alors, on ne peut plus travailler, il n'y a plus de chemin de fer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mobilise les mineurs pour les déblayer. La SNCF, l'hôpital des hospices, et puis tous les bâtiments d'Angers chez les mineurs qui vont dégager les cadavres. Il y avait un abri de la SNCF, un abri de Victor Hugo. Il y avait 1200 victimes dedans. Puis alors c'était un blocos que tu fais. Des morceaux de béton comme une maison ici. Nous, c'était une peste, on mettait des masques. Mais une peste, hein, vraiment, il faisait chaud, hein, le 2 août, hein, il faisait chaud. C'est pas le 2, c'est le 14 août. Bon, comme mineur, j'ai commencé à étailler, puis on dégageait. Alors, on ne retrouvait plus de bonhomme. Nous, on ne trouvait pas les cadavres, mais les mouches. La puanteur, elle les attirait, puis hop, on les voyait qui oxy. Les mouches, ils nous conduisaient aussi qu'ils étaient. Mais alors, quand on rentrait le soir chez nous, ça puait le cadavre. On mettait nos effets de travail dans nos diamètres et tout ça. Puis un beau jour, ce Ben-là, c'est bon, que j'avais été avertir. Il dit, oh, monsieur, rien à craindre. Je n'ai pas voulu partir. Moi, je n'ai pas pu l'obliger. J'ai dit, moi, à ta place, je partirai. T'es fiché par la Gestapo, tu sais, tu vas tomber, hein. Mais surtout, ne pas ta plaque merde, hein. Parce que moi, j'ai des gosses. Puis d'ailleurs, quand il s'est sauvé, il venait à la maison. Et je connaissais un appelé Léon Druel. J'avais travaillé avec. Léon Druel était chef gardien à la prison de Los. Alors, en tant que chef gardien, il pouvait quelquefois aider quelqu'un à s'évader. L'occasion pour lui, ça a été qu'il a fait rentrer 10 tonnes de charbon. Et il a mis ce monde en billets avec des sacs de charbon à décharger le camion. Puis il a compté un bonhomme de masse. Quand le camion qui est parti, Bandi a sauté dedans, puis le même jour, Mateki, là, qui passe au long du chemin de fer des Houlières, qui n'existe plus, il est assassiné. Il est tué. Il est tué à 5h, à 5h30 pour descendre chez moi. On n'est pas loin de là. Je dis, mais toi, tu changes le jour. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me suis évadé. Il dit, Léon Druel, il m'a fait évader. Il dit, et je viens pour. Il dit, oui, il dit, quand j'ai voulu te mettre dans le refuge, je t'aimais pas, maintenant tu viens. Aujourd'hui, regarde qu'est-ce que ça représente. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà 2 à la maison. 2 qui devaient partir le même jour. C'est-à-dire que moi, quand ils avaient des tickets de part, ils m'ont donné pour leur ration. Quand ils n'avaient pas, c'est moi qui leur donnais. Mateki est tué. Alors, des rondes avec des motos, des autos blindés, des ceci, des cela, dans le bas de combat. Et je dis, ah bon, il faut que tu partes. D'une façon comme ton autre, tu ne peux pas rester ici. Moi, je n'ai pas d'ordre de te recevoir, je ne peux pas te recevoir. Parce que j'en ai déjà 2.
J'ai pas le droit de les mettre en contact. Moi, je ne sais même pas qui c'est qui est là. Moi, je sais qu'ils sont là pour eux. Le type est parti. Il a parti vers un autre. Il y en a un qui l'a fait partir. Il est parti dans le maquis du Nouvion. Puis mes deux camarades, là, qu'ils étaient, à 5 heures, ils sont sortis. À Pécancourt, il y a un commissariat. En bout de la cité. Il y a un commissariat, il n'y a pas beaucoup de gens dedans. Il y a 2-3 agents. Mais il y a toujours un permanent avec une mitraillette et puis un revolver avec téléphone. Mes deux... Attends, il faut qu'on change de cassette. Mes deux camarades. Il faut qu'on change la cassette. On fait le son seul du train. Tout de suite au dodo? Tout de suite au dodo. Tout de suite au dodo. Monsieur, il est l'heure de descendre. Mais je ne les connais pas. Je les ai connus après. Il y en a qui s'appelait Gaillard Edouard. Et l'autre Baquet, François. Ils sont partis. Alors moi, j'habite là, l'EF, là, qu'on a vu hier. Le type qui a sorti, là, c'était ma maison. Je les loge dans le toit. J'avais un petit jardin avant la guerre. J'ai fait des planches, puis j'ai fait comme des sommets, puis il n'y avait pas de lit. Il pouvait pas passer des lits d'un truc comme ça. À 5h30, j'ai dit, messieurs, j'ai dit, l'heure. Ils sont descendus, ils sont partis. Ils connaissaient la région. Hein. Ils étaient de Soma, il y en a un qui était de Soma, l'autre était de Guénard. Ils sont partis, ils ont pris le chemin, la direction de Pécancourt pour aller à Marchand, pour aller sur la place. Le commissaire là était là, il y avait un pont, il était là. En passant, ils sont rentrés dans le commissariat. Bonjour, est-ce qu'on peut téléphoner? Qui c'est que vous êtes? On te demande si on peut téléphoner. Ah, revolver. C'est eux qui me l'ont raconté après. Alors, le type, il a commencé à le ligoter. Et le téléphone, il marche? Non. Arraché. Ils ont pris son revolver, ils ont pris sa mitraillette, ils l'ont ligoté. Ils ont fermé les portes et puis ils ont foutu les clés au job. Les policiers rentrent par une fenêtre. Ils sortent, ils rebroussent chemin. C'est-à-dire, ils ont été là au commissaire, ils rebroussent chemin pour repartir sur la gare de Montigny, mais par des chemins détournés. Parce qu'à la gare en Montigny, il y a un château, et chez les SS qui sont là. Et si tu passes le barrière, t'es cuit. Hein. Alors, faut l'ouvrir. Ils connaissent la raison, il y en a un qui était de Guénard, alors ils connaissent la raison. Il arrive devant un magasin chez Hanoche, 2 gendarmes qui sortent, en plein jour. Et le mitraillette et le revolver, on les mains, désarmés. On leur prend leurs armes, on crève leur vélo, parce qu'ils étaient en vélo, et puis ils partaient dans les champs. Ils défendent coucher par terre, puis ils défendaient se retourner, puis ils foutaient le corps dans les champs. Ils ne devaient pas faire ça. Donc, enfin, ça réussit, tant mieux. Mais ça pouvait très bien amener à une représailles contre la population de la cité Barrois, que ça aurait été peut-être à Villeneuve-d'Ascq. Parce que Villeneuve-d'Ascq, les SS, ils n'ont pas rigolé. Hein. Ils ont fait mettre la population dans l'église, puis on foutait le feu. Puis tout le monde est débrouillé. Ça s'est bien passé, ils sont partis. Alors moi, j'ai pas fait de sabotage. J'ai conduit des types au lieu de leur sabotage. À Barrois, le 30
le 30 septembre, 31, 31, ça aurait pu dire. En Barrois, il y a eu un sabotage. C'était un samedi. Il y avait un groupe de la ferme qui était à côté de la mine, c'était une gendarmerie annexe. Chez tous des Français avec des armes. Et chez tous les policiers de pétards. Comme ceux qui étaient dans les commissariats, c'était des pétards. On les appelait des pétards parce qu'ils étaient en armes, ils collaboraient avec les Boches. Hein. Alors il y avait un appelé Augustin Ledoux. Il travaillait au jour. Augustin Ledoux avait fait le plan du plus barrois. Ben, comme il faut, hein, c'était quelqu'un. Hein. Et puis il l'a transmis à la résistance. Et le 30 septembre, ils sont venus à 11h au soir. Le prix numéro 2, ils ont fait mettre les caches. Les caches, il y a une cache qui monte, une cache qui descend. Mais c'est électrique, tu mets une cache là, si tu veux. Si tu veux faire marcher qu'une cache, il y a une cache qui marche. Alors, ils ont rassemblé les deux caches. Ils les ont mis là, dans le milieu du puits. Parce que c'était le retour d'air. Ils ont fait faire papillot avant. Ils ont ouvert les trucs qui se referment pour que l'air qu'elle passe pas, qu'elle remonte de l'autre côté. Pour que le courant d'air qui suit dans la mine. Parce qu'il n'y a pas d'air ou bien. Alors, ils ont fait mettre les deux caches au milieu. Ils ont accroché 32 berlines de cailloux, des terres, c'est lourd. Ils ont fait mettre les caches au bas, ils ont laissé les portes ouvertes, puis ils ont balancé les berlines. Il était 11h au soir. Mais seulement, ils ont réussi. Mais seulement, il y en a un qui s'est sauvé. Il y avait un autre mécanicien qui était en dessous de la machine, qui n'ont pas vu. Et lui est parti chercher les gendarmes annexe. Les gendarmes annexe que tu as fait au téléphone avec les Boches. Et moi, j'étais chargé de regarder sur cette... Il y avait une église, il y a une église. Derrière l'église, et de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis alors, j'avais une lampe avec un feu rouge. Si je faisais le feu rouge, il faut l'éclater. Alors, on m'a dit, bah, Raymond, tu connais, tu sens que tu peux le faire? Je dis, bah oui, ça je peux le faire. Alors, j'ai là resté 2 heures. Et puis les gendarmes, ils sont venus, puis les Boches. Mais eux, ils ont eu le temps d'évacuer. Derrière, il y avait un terrain de football. Ils sont partis dans le terrain de football. Dans le terrain de football, il y avait un gros écoulement d'eau avec des gros tuyaux. Ils ont rentré dedans, traversé le bois, puis ils sont sortis de l'autre côté. Heureusement qu'ils n'avaient pas de chiens. Parce qu'il y aurait eu des chiens, ils auraient été pris. Alors, avec l'histoire de chiens, moi, une fois, on m'a envoyé. Il y a eu un capitaine Voisny qui a été tué là au château, là. Il n'a pas été tué au château, il a été tué dans les maisons de Paris, ici, plus fort. Entre Pécancourt et Montigny. Les Allemands sont venus vers minuit. L'équipe a enquêté sur des V2 qui faisaient dans le sablier ici. Des Allemands avaient monté une robe de V2. Il était venu enquêter là-dessus. Et puis à 6h du matin, il s'est fait cueillir. Il s'est sauvé tout nu dans les jardins, il a été tué. C'est pour ça qu'il y a une rue qui s'appelle rue du Capitaine Voisny. Et cette rue, elle n'est pas loin d'ici, elle est là derrière. Alors, comme moi, j'avais un groupe important polonais, la MOE, et puis c'était des durs. 4 jours après, le capitaine Wagner qui était massacré, j'ai reçu un message qu'il y a 5 Polonais qui vont venir. Et dedans, il y avait 4 de mes camarades. Puis il y en avait 2 qui étaient des spécialistes que je ne connaissais pas. Il fallait que je les accompagne avec le moindre risque à ce château. C'est dangereux, hein? Parce qu'il faut traverser le chemin de fer. Et le chemin de fer est gardé.
Les Berriens se regardaient. Alors, comme pendant la guerre j'étais un peu braconné, que quand j'avais pas à bouffer, j'allais braconner. J'étais décollé, des leopards, des canards, des pièges, des faisans. Bon. J'ai mon fils Robert. Il y avait des concluants sur les poumons. Il y avait un professeur, on appelait Courtier, de Lille, qui voulait bien le soigner, mais ça coûtait 5000 francs par semaine. Je gagnais 1000 francs par mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser mourir mon fils ou alors être sauvé. Alors j'avais choisi de braconner. C'est-à-dire les 3 quarts du temps, moi je dormais pas chez moi. Parce que faut pas être feignant pour braconner, pour mettre décollé. Parce que si tu mets décollé puis qu'il y en a un autre qui passe avant toi, tu ramasses tout. Hein. Alors moi je m'étais décollé, j'étais défendu, extrêmement défendu. D'ailleurs, si tu te faisais prendre 2 heures au soir, c'était fusillé. Les mineurs, il y avait des quartiers spéciales, de 5 heures à 10 heures. Mais après 10 heures, c'était fini. Hein. Tu étais pris comme terroriste, et puis comme la cour d'exception, et sans jugement sur rien, condamné à mort, puis c'est tout. Hein. Alors, il fallait que je ramasse de l'argent de ce côté-là. Et j'en ai ramassé. Parce que ma femme, quand elle partait là-bas, il fallait qu'elle prenne le train à 7 heures. Lui, il ouvrait son cabinet à 9 heures. Si elle passait à 9 heures, il y avait un train qui revenait à 11 heures. Ça marche. Mais si elle n'était pas prise tout de suite, il fallait qu'elle attende 5 heures, puis 7 heures au soir pour revenir, avec le gosse. Et il faut les manger, il faut les... Tu peux le demander à Robert. Alors, une belle fois, le professeur Courdier, il a reçu des médicaments des Allemands. Il y avait la Croix-Rouge, certainement, que... Il a reçu des espèces de médicaments faits avec du foie de tortue. Et c'était très bon pour ce qu'il y avait, mon garçon, pour les gobelins. Il en a donné une boîte à ma femme. Donné, hein. Autrement, ça n'avait pas de prix. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, vu qu'il est bon, je vais être bon avec lui. Alors, ça allait être Noël, j'ai fait un collier avec un lièvre et puis un canard sauvage. Un lièvre et un canard sauvage, ma femme, quand elle est arrivée là, elle lui a dit, tenez, mon mari vous a donné ça comme cadeau à Noël. Alors, elle dit, oh, mais c'est magnifique, il dit, moi, il dit, de l'argent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais de la nourriture, c'est toujours bon à prendre. Il dit, Madame Quignon, désormais, vous ne paierez plus vos visites, et quand vous arriverez, là, lorsque vous arriverez, la bonne qui était là, son assistance, elle avait l'ordre de prendre tout de suite ma femme. Puis ma femme n'en a plus jamais payé. Alors, tous les semaines, j'envoyais un colis. À la pâte garane, à lièvre, à faisan. Tu sais que ça ne dépasse pas 3 kilos. Et puis, Robert, ça a été mieux. Moi, on m'avait tiré une rue épine du pied, hein. Parce que je gagnais 1000 francs par mois, il fallait que je donne 5000, hein, tous les semaines. Alors, un beau jour, il est parti en voyage, en revenant, il s'est tué à la gare de Lille. Du coup, le contact a été perdu. Et c'est pour te dire que tout était difficile. Et ceux qui sont venus chez moi, qu'ils avaient l'ordre de coucher puis partir, n'avaient pas le droit de déroger. Alors après, il est venu le triangle de Troyes. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui parlaient beaucoup, puis il y a des types qui ont été dénoncés, puis ensuite il y a eu plusieurs mesures de prise. La première mesure, c'était une mesure de 3. C'est-à-dire que tu te connaissais 2, et 2 te connaissaient, puis il y avait une coupure. Sauf, cas exceptionnel, on savait que j'habitais, on venait me chercher. Moi, je vais aller volontiers. Et un beau jour,
On a dit voilà, il y a trop de bavards, il faut pas être bavard, faut se taire, faut savoir ceci, cela, ceci. Puis il y a eu un groupe de trois. Mais la guerre avancée, la guerre avancée. On parlait toujours de débarquement des gens 42. On parlait de ils ont toujours parlé de débarquement, mais ça venait seulement qu'en 44. C'était le 6 juin 44. Putain, mais c'était long, c'était long. Vous savez pas, on percevait un saucisson comme ça par semaine à la mine. Il donnait la soupe. Et puis un bout de margarine comme ça, 35 grammes par semaine. On nous donnait du pain, c'était fait avec du ramassis, d'assis, tout le monde a tapé la gueule. Hein. Alors, la guerre, c'était terrible. Puis, un beau jour, on me dit, tu sais, le débarquement est fait. Hein. Le 6 juin, il est passé. Alors, vraiment, il faut t'occuper de la mine. Il faut se raboter. Il faut plus de charbon pour les bouches. Voilà. Voilà. Alors, j'avais un beau-frère. Il s'appelait Émile Bossor. J'avais un voisin, il s'appelait Valcouvert Kétian. Puis on travaillait tous les trois. Puis un beau jour, on a décidé. La mine, on travaille avec de l'air comprimé. Il y a des gros tuyaux de 180. Puis il y a des turbines, des soupapes. Qu'on ferme avec une roue, c'est du bronze. Quand c'est bien fermé, bien serré, puis que tu le scies, tu ne peux plus l'ouvrir. Alors, l'ordre est venu de s'emboîter ça. Alors, on a dévalé à 4 h du matin, 3. Puis moi, j'ai pris un aiguillet de piqueur. On a culbuté une berline. Et j'ai serré avec l'aiguillet de piqueur. Serré en fort, là. Hein, jusqu'à temps que parce que le turbine, le soupape allait comme ça. Les tuyaux, c'est des 180. On a culbuté un barreau. On a serré. Il y en a appelé Simon Caron qui était plancheur. Il m'a prêté une lime toute neuve, une lime en métaux. Moi, j'ai monté sur le barreau, puis j'ai commencé à scier juste en bas. En bas de la soupape, tu sais. La roue, elle est là, elle tige comme ça, juste un ras, là, qu'on ne peut plus l'ouvrir. Alors j'ai essayé, avec un neuf. C'est du bronze, avec une lame neuve. Il y a peu qui pouvaient l'avoir, les plancheurs, ceux qui faisaient le chemin de fer. Et tout d'un coup, je suis en train de chier. Il y en a un qui s'emmène. Ah, je suis couché, je t'ai pris. On l'a pas vu venir, il avait éteint son lampe, c'était un Porian. Il s'appelait Dvarzik, Edouard, c'était un Tchécoslovaque. Alors, moi, j'ai enlevé la soupape, je suis descendu. Puis il dit, je m'excuse, hein, je vais m'asseoir. Je suis descendu, puis il dit, qu'est-ce que t'as pris? Et je dis à mon bon frère, puis à l'autre, puis à Zvarzik, armez le baron général. Puis tu vas voir que tu vas prendre. Tu vas prendre que tu vas mourir. Ah, tu nous as. Alors tu es avec les boches. Alors tu le veux, bah tu vas le voir. Allez, monte dans le baron. On a le baron, c'est un chariot. On l'a fait monter. Le type a commencé à pleurer. Il s'est mis à genoux, demandé pardon, tu ne diras rien peut-être. Et je dis, il y a 3 vies en jeu ici. Puis je dis, tu as eu une parole de trop. Et je couche juste tes bras. Ah ben, c'est qui va être pris, parce que tu va mourir. Et puis c'est qui va aller dans le remblai. On a mis le soupape à côté de lui, il pleurait. Il nous a juré qu'il n'y aurait rien dit, ceci, là. Et tu sais, quand tu vas pleurer un homme comme ça, vous n'avez pas le droit d'être humain. Parce que lui, s'il nous donnait, saboteur fusillé, c'était la vie à la mort. Alors on l'a traîné comme ça pendant 200 mètres, puis il nous a promis qu'il n'aurait pas parlé chez là, puis
Alors, mais je lui ai dit, t'es cette Verzé, que je dis, longtemps que je te connais. Et je dis, t'as 2 filles, t'as une femme. Je te fais une proposition. Tu rentres avec nous dans la résistance. Tu obéis aux ordres que tu reçois. Mais si tu parles, c'est ma beau-frère là. C'est Volkoviak. Eux, je te dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais tu le sauras. Tu l'auras après. Eux, j'ai donné l'ordre de remonter malade à 8 heures. Et d'aller trouver ce finard, Auguste, avec une carte, puis lui expliquer le cas. S'il faut le tuer, il faut le tuer. Si on peut lui faire confiance, alors on y fait confiance. Alors il a remonté mon ordre. Puis en 2 heures, il m'a dit vraiment, on peut le prendre. Bon, alors j'ai dit, t'es m'a remonté. Mais si t'es l'ouvert, n'oublie pas, Rodolphe, tu as une femme et 2 filles. Tu vas être sur constante surveillance. Dans moindre chose, dans moindre défaut que tu parleras, c'est fini. Ouais, c'est comme ça. Puis alors c'est comme ça que j'ai recruté un pour rien. Il n'a pas trahi. Mais le jour-là, moi, j'étais pas tranquille. Puis, je m'en vais pour remonter. J'entends là, tout d'un coup, on appelait Quignon-Raymond, faut qu'il remonte tout de suite. J'ai regardé les autres et je dis, tu sais quoi? Bah, il dit, ça y est, a parlé. Pour moi, il avait parlé, parce que... Comment que ça pouvait se passer autrement? Eh bien, ça se passait qu'il y avait une taille. Une taille, c'était sorti comme du charbon, qui s'était éboulée, tout qui était écrasé. Puis alors, il fallait faire des travaux urgents. C'est-à-dire, on m'a fait remonter pour que j'aille me coucher. À 9 heures, il fallait que je reprenne le travail. On avait fait un sentier qu'il fallait faire 4 postes au lieu de 3, mais 6 heures. Et pas partir sans que les autres qui soient revenus. Alors, comme j'étais à Brovoyer, on a des baquignons, et celui qui va être chef de poste dans les... On a fait le remonter, puis il va aller se coucher. Mais je les ai vus comme ça. Moi, je les ai vus comme ça. Puis alors, je ne m'étais pas rendu compte. J'avais les 3/4 des Polonais avec moi. D'ailleurs, j'ai les noms. Puis c'est comment un Polonais, ils se réunissaient chez moi. Moi, j'étais responsable MOE, c'est-à-dire un main-d'œuvre étrangère. Puis on s'entendait bien. Mais un jour, la guerre ne dure pas toujours. Hein. Le mois d'août, le 16 août exactement, 1944, on est à 1 mois et 10 jours après le débarquement. Hein. On vient de trouver, puis on me dit, il faut rassembler tous tes hommes. Je dis, rassembler tous mes hommes, je dis, ben ouais, il dit, t'as dégroupé de toi, il faut les rassembler. Pourquoi? À Salle-Noble, il y a un train d'armée mien, avec des blindés, un train blindé, un train avec tout le matériel qu'il faut. Il y avait des trains qui circulaient sur les voies. Hein. Ces hommes-là, ils sont basés à la gare de Salle-Noble, qu'on n'est pas bien loin d'ici. Ils ont tout le matériel et tout, ils veulent des effets civils. Et puis ils veulent bien apprendre ceux qui vont apprendre le train, à les apprendre à manœuvrer, puis apprendre le train, mais eux, ils se foutaient le camp. Alors, le bruit court qu'il faut se rassembler pour aller à la gare de Saint-Noble. Je ne sais pas pourquoi c'est la gare, mais moi je le sais. Alors,
Quand j'ai vu tout ce monde, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On était à 119. Tu te rends compte? Mais maintenant, on avait les trois quarts des Polonais, hein. Certainement, les trois quarts. On a fait une réunion, on a pris, puis on est parti à Saint-Nom, il dit, merde, mais je passe au point que j'ai toi assez grand chef. On est parti. Puis quand on est arrivé à Dechy, c'est pas loin de Saint-Nom. Les Allemands, il y avait eu de l'histoire, ils avaient fait partir une trature complète. Ça fait qu'on a été déqués. C'est là que j'ai connu tout le monde que j'avais. On revient. On fait une réunion. On dit, ah ben, on va se rassembler, vu qu'on y est. Franchement, Puis tout d'un coup, il y en a un qui s'emmène. Qui s'est caché. Il s'est douté de quelque chose. C'était un géomètre, il s'appelle Lucien Lénaire. D'ailleurs, il est devenu directeur après, grâce à Maurice Torres. Et puis ça on est dans les champs, hein. On est dans les champs, on est dans la verdure. Il s'emmène, il dit, je veux voir Raymond. Alors il dit Raymond, il est occupé. Ben, je veux le voir, il faut que je lui parle, je suis sérieux. Alors il est venu. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a sorti? C'est un ancien prof. Il dit, j'ai reçu l'honneur d'être protégé commandement de tous tes hommes. Il dit, qui toi? Si t'es pas foutu le camp dans 2 minutes, t'es mort. Il dit, t'as croix de feu de saloperie. Il dit, t'as voulu me faire prendre une carte. Il dit, tu vas venir commander. Il dit, t'es officier de rivière. Normalement, t'as pas répondu à l'appel du général de Gaulle du 18 juin, t'es mort. T'es fini, t'es déclassé. Parce que tous les gradés qui faisaient partie des régiments gradés, il fallait que après le 18, qu'ils rentrent dans la résistance, ou bien ils étaient dégradés d'office. Tu vois? Et alors, il a été dégradé. Mais moi, je n'ai pas été dégradé pour autant. Moi, j'ai pas voulu. Moi, j'ai fait ça par patriotisme. Puis c'était fini. Mais la guerre, elle a continué. Les sabotages ont continué. On m'a pris pour aller manger le capitaine Vazny. J'étais le seul comme français. Alors moi, quand on est sur tous les parages, j'ai fait passer les 6 bonhommes parce qu'on était à 7. En principe, toujours dans un cours d'eau. On s'était menu de 1 kilo de farine de moutarde par paquet d'une demi-livre. Ça faisait 4 paquets. Je suis parti. D'ici, je peux pas le dire. Le chemin de fer est énorme. Du Barrois, il y a un fossé qu'on appelle la Jaudrée. Il y a 100 d'eau dedans. Puis j'ai plein de transfert. Moi, je suis parti dans des champs. J'arrivais. Quand j'arrivais là, on a ouvert un paquet de farine et de moutarde. On l'a mis, puis on est rentré dans l'eau. On est sorti de l'autre côté du chemin de fer. C'est-à-dire du côté du château. On a passé dessous, chemin de fer, dans l'eau. Avant d'entrer, on a mis un demi-paquet, on est sorti, on a mis un demi-paquet, puis là-bas, on a coupé un ailleurs, on a mis un paquet. Et on est rentré, 11h30 du soir, il y avait 4 fenêtres d'allumées. Alors moi, j'avais une lampe poche. Comme ça. Et je ne sais pas si tu as connu ça. Les cahiers à feuilles Rilacroix. Dans chaque cahier à feuilles, il y a une feuille rouge. J'avais enlevé la feuille rouge, puis je l'ai collée sur le verre. Ça faisait un peu rouge. Et j'avais la lampe. Et quand tout le monde y était disposé, il y avait 4 fenêtres d'allumées. C'est tous des essais, ça. J'ai fait le feu rouge. Les grenades ont été bazardées. On s'est replié tout de suite, on a foutu des farines et de moutarde, puis on a repris le cours d'eau, puis on est arrivé chez nous sans être inquiété. Mais si on aurait pris les chemins, ben on aurait été pris, certainement. Parce qu'un quart d'heure après, j'étais empêché dans le monde. Partout. Partout. Sauf dans le cours d'eau. J'ai rentré, il était 3 heures au matin. En partant, ça a été, mais en revenant, c'était des espadrilles qu'on avait au pied. Des semelles, ils se sont décollés.
Et puis alors on était pris par attirer le train blindé dessus de chemin de fer, qui nous suivait avec des balles traçantes. Mais on était en contrebas parce qu'on était dans la fossé. Il n'y a pas de tués, il n'y a pas eu de mort. Puis moi, la guerre, pour moi, c'est terminé comme ça. J'étais responsable. J'ai fait l'insurrection. Le 23 août 1944, il y a eu un ordre de grève insurrectionnel. Le 23, hein. Nous, on n'avait pas entendu le 23. Le 21 août, on avait tendu en embuscade, on a volé 4 fusils aux Allemands. 4 fusils, avec des cartouches. Ils ont été zigouillés, ils ont foutu d'un barreau, puis ils ont laissé partir. Les chevaux sont partis tout seuls vers la Belgique avec les cadavres. Ces fusils, ils n'étaient pas rendus. Mais je ne sais plus où qu'ils sont. Je les avais, je ne sais plus où qu'ils sont. Quand j'ai parti dans le Midi. Ben, là, il n'a pris un, l'autre, il n'a pris l'autre. L'autre a dit, mais je le rapproche, mais je l'ai pris au bout, je ne le rendrai pas, puis c'est tout. Ben, c'est pas tout à fait chouette. Alors, quand les Polonais qui sont retournés, parce qu'à 47, depuis 47, ils sont repartis. Hein, moi, tous mes meilleurs camarades, ils sont repartis en Pologne. Hein. Au départ, ouais, sur la Vas-y, Raymond. Tu parlais de la grève insurrectionnelle. Alors la grève insurrectionnelle, c'était pour le 23. Moi, je reçois un ordre. Il faut absolument passer la nuit, parce que si les Allemands qui font comme en 1914, ils vont essayer de saboter les puits de mine, ben les noyer. Alors, j'étais contacté par un gars du Pas-de-Calais qui s'appelait René Six. Il me dirait, moi, il dit, il faut faire des patrouilles. Je dis, bon, bah, je serai fait. Il dit, c'est tout. De toute façon, je dis, pour maintenant, je dis, tu sais, je dis, on est encore clandestin, mais des clandestins connus, hein. Je connais tout le monde. Tout le monde, il me connaît. Hein. Alors, après le coup qu'on a eu, c'est connu. Alors, on a procédé de cette façon. Parce qu'en 1914, les Allemands, ils ont noyé les puits. Ils ont saboté les puits, ils ont noyé, ils ont tout fait sauter, ils ont fait le job tout partout. Donc nous, comme on est nombreux, on peut se permettre de faire des patrouilles. Et de dire bon non. Puis alors, on surveille en particulier les points à Barrois, c'est entre Lemay et Bonneuil. Il y a plus là, il y a plus là, il y a pas là, il y a là. Alors nous, comme on est nombreux, il y a un pont qui s'en va sur la Lare, il y a un pont, il y a le pont du Moucheron, il y a le bois. De l'autre côté, il y a le pont de Barrois qui va sur le Mai. Puis après, il y a encore un pont. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met 10 bonhommes à chaque pont. Armés. S'il y a des grenades, il y a tout ce qu'il faut. Si les Allemands qui viennent, il y aura de la bagarre. Parce que tous les ponts, ça va bien de se mettre à côté de proximité des ponts, parce qu'il y a des conduites d'eau, ça fait des souterrains, tu sais. Comme ça fait des souterrains, puis c'est pas droit. Alors si tu te mets, il peut te tirer, ça va pas droit. Ça fait, on a pêché le sabotage, quoi. Alors, à 6h30 du matin, on s'est rapproché du point de départ des ouvriers. Qu'est-ce qu'on a fait? Au Moucheron, le pont était là, le bois était là, on a sorti du bois, puis on s'est mis, et le train y arrivait de Bonnel. Dans leur bulletin, ils mettent le train provenant de Bonnel n'avait personne. Ah ben, mais nous, au Moucheron, on a fait dévaler les mineurs de Bonnel, puis on a dit chez Greffe, aujourd'hui, à travail pas, il faut s'en aller.
Tu vas faire grève, tu vas pas t'en aller ouvrir tout seul. Non, nous, à Sardois, bon. C'est parti. Et quand on est arrivé à Barrois, il y avait 3 gardes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grève, les gardes, il faut qu'ils fassent des rapports. Et c'est même des saloperies qui font des rapports contre les ouvriers. On est arrivé, les 3 gardes étaient là, allez hop, évacuez. Surtout qu'à bout du buisson d'un chef garde, il dit allez, t'es premier, allez, au camp. Au bas, reste là. Si c'est pas que de cause, tu seras le premier crevé, allez, au camp. Alors ils sont partis, mais le directeur qui savait qu'il y avait grève. Il était venu de bonne heure à la mine. Mais nous, on n'était pas dans la mine. On était à l'extérieur. Parce que les jeunes, ils ne pouvaient pas provenir de la mine. Ils n'avaient pas. Si, il y avait ceux qui travaillaient aux ateliers, les bricoleurs, bien souvent de la CFTC. Ah, ils n'ont jamais fait grève. Sauf les jours-là qu'on a dit, aujourd'hui c'est grève, tu vas foutre le camp. Et c'est tout. Peine de pâté par une dose de cuillère, on les a fait sortir. Puis alors, on s'est rendu au directeur. Moi et puis Kowalski, à 2. Vu qu'on était là, les autres ils étaient dans la cour. On a occupé le cours, hein. On a occupé le fosse, on est fini. Il n'y a plus besoin de personne ici. Alors, comme le directeur qui était bien matinal, on est à 6h30. Puis on est rentré en armes. Le directeur, il s'appelait M. Frémieux. Il ne m'aimait pas beaucoup, mais moi, il ne m'aimait pas. Puis on est rentré. Alors, mis j'envoie 2 grenades à fusil. Puis après. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous vous rendez compte? Rentrer en armes dans mon bureau, c'est ça votre démocratie? C'est ça que vous allez changer quelque chose? Je suis parlé, puis tout à coup je dis, ah, monsieur Frémion, vous ne croyez pas que vous antillac un peu? Quand les SS qui étaient là avec des mitrailleuses et sur notre poitrine, puis qui nous fait bracher 2 par 2, puis qu'on n'a pas le droit d'être à 3, j'ai pas eu connaissance que vous avez protesté, hein. Et aujourd'hui, vous allez me faire une morale. Aujourd'hui, vous allez me faire le plaisir de partir tout de suite. Acheteur, dehors. Et puis, vous ne reviendrez pas tant que la grève institutionnelle que soit finie. Alors, il a enchaîné, mais il est parti. Il a fallu que je lui dise qu'est-ce que j'avais à dire. C'est parti. Nous, on a s'installé là. Puis tous les CFTC qui étaient là, qui voulaient rester là, dehors. Les gardes, dehors. C'est nous qui commandons. Ça a duré 4-5 jours. La situation a évolué. Il est arrivé qu'il a fallu parler aux mineurs. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. On a fait une réunion à 11h. À cette réunion, il devait venir, on appelait Mouché, on appelait Lhomme, on appelait Arnesla, il était au délégué. Puis il est venu personne. Il y avait quand même quelque chose comme 1200 ouvriers. S'il y a quelqu'un qui est venu à la réunion, je me souviens. Alfred Laurent. Alfred Laurent, ça ne vous dit rien. Alfred Laurent, il avait été délégué mineur au Puy-le-Mé. Et pendant la guerre, il y a eu un pacte germano-soviétique. Pendant la guerre, un journal réactionnaire d'ici, c'était le Grand Écho. Alfred Laurent a fait paraître dans le Grand Écho un article comme quoi qu'il était solidaire de ceux qui étaient contre le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire qu'il se démarquait en tant que communiste. Il s'écartait, il n'était plus rien. Parce qu'il a sauvé sa peau en faisant ça. Alors il y en a d'autres, par exemple, Émile Leblanc. Il a suivi, c'était son beau-frère. Charles Nager. Il y avait encore un appelé Couillet.
Ils ont tous fait le même, mais ils ont été internés quand même. Mais ils ont dénoncé le perte germano-soviétique, ils ont été libérés. Ils ont été en l'os. Ils disaient qu'il était malade, puis ça passait comme ça. Alors ils sont revenus. Moi, une belle poule, il a que ça dans la maison, puis il me dit, vraiment, il faut que tu vas contacter tous les camarades qui ont été arrêtés, qui ont été internés, là, qui ont dénoncé le pacte germano-soviétique, pour leur demander de rentrer dans la résistance. Bon, voilà. Bon, mon don, j'y vais. Alors, Carrier, il tenait à Bistron, il était maire de Pécancourt. On l'appelait Biscuit. Pourquoi, je ne sais pas. Émile Leblanc, c'était son beau-frère. Il y avait un autre, lui, il a travaillé complètement, Alcide Le Sieur. Il a été condamné à mort. Pas par les Boches, par le résistant. On avait l'ordre de là-bas. Parce qu'il a donné tous les camarades qu'il connaissait. C'est Alcide Le Sieur. Alors moi je suis contacté pour les... Alors je vais les voir, je dis, je suis mandaté pour vous demander de rentrer dans la résistance. Ah non, tu sais pas, mais je suis malade, et puis j'ai prêté serment. Oh, ben, moi je t'ai commandé, je vais vous le demander. Hein. Ils n'ont pas voulu. Mais aussitôt la guerre, ils se sont montrés, ils voulaient avoir les places de maire, et puis d'adjoint, tout pour... Et Alfred Leroy a monté un discours sur la place, comme quoi qu'il fallait oublier, c'est tout le passé, c'est toute la guerre, tout ça. Moi, j'ai pas répliqué, j'avais pas l'ordre. Mais quand j'ai fait ma réunion, moi, c'était un dimanche au matin. C'est le cas, tout bien ça, on peut dire. Il n'y a personne qui est venu. Mais il y en a un qui est venu, Alfred Laurent. Alfred Laurent, il avait été délégué au Puy de Mai. Alfred Laurent n'avait jamais rien eu à faire à Barrois. Le type, il était culotté, hein. Il s'est emmené, puis on l'a levé, je sais pas le pain de jumelé. Puis alors, il s'est assis au bureau. Moi, j'étais là, lui, c'était là. J'ai rien dit. Quand j'ai commencé la réunion, j'ai commencé tout doucement. J'avais un peu de tremblote. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvé sur la table. Puis alors, j'ai commencé à gueuler un petit peu, puis tous les méchancetés qu'on nous avait fait, j'ai tout rappelé. Puis alors, je me suis tourné vers ce type-là, je dis, Monsieur Laurent, je dis, qui c'est qui vous a mandaté pour vous mettre ici au bureau? Bah, c'est moi. Je dis, vous n'avez rien à faire ici. Votre place, elle est dehors. Parce qu'ici, on ne prend pas les traites. Vous avez critiqué le pacte germano-soviétique pour sauver votre pont. Ah ben aujourd'hui, sauvez-la, puis foutez-moi le camp, mais je vais vous dire. Si vous ne sortez pas, on va vous sortir. Vous ne faites pas partie des sections, vous n'êtes pas de notre syndicat, vous êtes retraité, foutez-moi le camp. Puis alors, comme qu'il est ici, il y en a deux qui l'ont préparé le bras, puis ils l'ont sorti. Alors là, j'ai commencé. J'ai commencé par rappeler tout ce qu'on avait passé, tous les misères, les manques de ravitaillement, tout ce qui s'en suivait, quoi. Moi, j'ai expliqué ce que moi j'ai ressenti. Parce que si moi j'ai ressenti ça, si moi j'ai des colères contre eux qui se sont passées, puis les faits qui se sont réalisés, c'est parce que c'était la vérité. Et quand j'ai parlé aux mineurs du ravitaillement qu'on nous avait donné, puis tout ça, puis j'ai dit, et les punitions, il y a des types qui avaient 80% en bas. Un chef pour rien qui mettait 50%. Moi, on m'a dit un jour, tu sais, tu peux le mettre, je m'en fous. Hein. Il y a chaque gras, là, toi, tu habites pas de douane, oui. Ah non, c'est mon voisin de maison. Ben, il faut un avertissement. Ah bon? Et quoi comme un grenade? Un grenade. Bon. Alors, un jour au matin, j'ai attrapé d'abord le chef pour rien, puis je lui ai dit. Je lui ai dit, monsieur, si vous continuez à punir les ouvriers comme vous faites, il va y avoir des sanctions pour vous. Vous allez avoir un avertissement. C'est pas moi qui le dis. Pas, on m'a dit de vous le dire. Moi, maintenant, débrouillez-vous. C'est Tommy qui le dit. C'est lui qui l'a fait.
Alors, il a foutu 50% à un ouvrier, on appelait Isidore Lenoir. 50% pour le qui travaille pour rien. Et une nuit là, je me levais à Pot-de-Kémiche. Alors, moi j'habitais là, troisième maison, je sais pas où il y a un chemin. Et moi je peux venir derrière. À 2h du matin, j'ai pris une grenade. C'était une grenade offensive. Je l'ai débouclée. Puis je l'ai balancé. Alors dans ce cours, c'est dans une chaude cour qu'il y a l'eau, hein, c'était pas plus large que ça. Dans le cours, il y avait mis une lessiveuse pour ramasser de l'eau de pluie. Mais il n'y avait pas plus. La grenade, elle est tombée dans la lessiveuse. Je suis fait un bouquin comme si c'était une bombe. Tout le carreau cassé. Alors on avait l'ordre, quand on faisait un coup comme ça, de ne pas allumer la lumière. Parce que c'était camouflé du papier bleu, mais le reflet était aussitôt. Les nazis ou ben les sympathisants allemands, ils traversaient la cité, où qu'il y a des lumières, c'est tout emmerdé. Hein. Alors, 2 jours après, je dis, t'es de la Russie, à ta coup. Quel coup? Ben, le grenade m'a foutu dans le cours. Je dis, chef, et je vous ai dit que vous allez avoir un avertissement. Vous avez quoi remis de la montre. Adressez-vous à ceux qui l'ont fait, mais pas moi. Moi, on m'a dit de vous le dire, je vous le dis. Alors, dire au me tuer, tu me tues. Non, je dis, je ne ferai pas. Je l'aurais fait, mais non, je ne ferai pas. Je suis pas nécessaire. Alors, chef Porion, il a démissionné. Il a pris sa retraite. Puis depuis, il a perdu. Les houlières, les houlières de compagnie. En Barrois, ils avaient. Il y avait un ingénieur qui s'appelait Mercier. Mercier, c'était le plus fumier qu'il pouvait avoir. Mercier, c'était un anti-quignon. Moi, au début, l'armistice, puisqu'il y avait un armistice avec Pétain. J'avais travaillé, mais il mettait une prime d'assiduité à celui qui travaille toute la caserne. Elle était de 10%, cette prime. Alors moi, en bon français, je raisonne, puis je dis, ben, avant, je ne l'avoue pas, le premier, je vis au commun. Hein? Alors, du fait que je ne suis pas obligé de travailler, je ne vais pas. Et je manque 1 ou 2 journées par caserne, et je m'en branle. Je vois le plec, et je gagne les sous communs. Puis, un beau jour, je suis tombé que j'ai travaillé une caserne complète. Or, nous sommes déjà au mois de juin, en 40. On donne la soupe populaire à cause. Tu vas avec un bron, on te met de la soupe. Puis si tu travailles toute la caserne, tu as 10% supplémentaire. Alors moi je vais de caserne, on donne la soupe. Je suis dans le couloir. Le bureau il est là. Le chef de bureau s'appelle Kiévreux Jean. Je regarde ma fiche pour voir la différence. Elle peut mettre 10%, on n'y est pas. Il y a votre été de mal habitude que je ne travaille pas comme un enfant. Alors, et je trappe. Tous les gens ils sont là, hein. Alors, je frappe à la trappe. Le chef de bureau il ouvert la trappe, il dit, je sais pourquoi. Ben, je dis, ravi ça peut me filer, monsieur Jean. Je dis, mais j'ai travaillé toute une caserne et puis on m'a pas mis de bonification de 10%. Alors, tout d'un coup, il a à l'intérieur. Qui c'est qui est là? Ben, c'est Quignon. Qui c'est qui dit qui c'est qui est là? C'est l'ingénieur. Merci. C'est Quignon. Ferme-lui la trappe. Ouais. Alors tout le monde est là. Alors moi je tombe d'un bonheur. L'espèce de voleur, je dis, t'es battu de fumier, je dis, non seulement je dis, tu m'insultes et puis tu me voles encore 10% et fumier, puis voleur, gueulet de voleur. Puis je suis parti. Et dans le je travaille dans Andresson. Il est 10h30. Un ingénieur, il y a une lampe à benzine, tu sais, pour voir s'il y a du gaz, tu sais. C'est une lampe qu'on voit avec des bazos. Le délégué, non, aussi, quand il est délégué.
C'est pour voir qu'il y a du gris. Le lendemain, je travaille en dressant, puis il y en a un qui est au-dessus de moi, là. C'est gars comme ça, puis il se lampe là, puis il bouge pas. Alors moi j'ai un porion qui s'appelle le stocké chez un bêche. C'est le type qui ne peut pas venir un gosse manger un morceau à dehors du travail qui punit. Et ça, je ne me méfie pas. Alors, pour moi, c'est stocké qui est là, c'est pour rien. Je dis à gueuler de brèche, t'as fini là, de mettre tes coups à l'air, là, tu peux pas dévoiler, non? Qu'est-ce que tu dis, l'accent? Il est de Montpellier. Bah, c'est l'ingénieur. Alors, je dis, ah, excusez-moi, je dis, monsieur, je pensais que c'était stocké. Mais t'as pas acheté un porion. Moi, oh, bien, porion. Je dis, c'est le même que vous hier, hein. Moi, je réclame mon dé, vous me foutez à le port. C'est pas correct non plus, ça. Oui, justement. Alors, moi, je suis un voleur, moi. Hein? Je suis un voleur, un quignon. Je dis, vous n'êtes pas voleur, mais vous m'avez retenu 10%, et puis vous avez dit de fermer la trappe. Ah bah, vous ne voulez pas me recevoir, ah bah, moi, je vous reçois pas non plus. Puis je dis, oui, j'ai dit que vous étiez un voleur. J'ai pas dit voleur, je dis, monsieur Mercier, j'ai dit bande de voleurs. Puis c'est vrai. Tu remonteras tes outils. Tu m'as compris? Et je dis, mes outils resteront là. Vous m'avez compris? Gueule à gueule. Puis d'un coup, tu sais qu'ils n'ont j'en ai marre. Je dis, mieux si j'en ai marre. Puis je dis, vous oubliez une chose, hein, monsieur Mercier, c'est qu'on n'est pas dans la guerre. Hein. Tous les fois que vous vous êtes caché dans la voie qui va à la cheminée pour prendre les premiers qui remontent pour donner de la montée, je dis, ça aussi c'est normal, pour un ingénieur, vous devez avoir honte. Parce qu'un ingénieur, il doit être digne d'être un ingénieur. Mais vous n'êtes pas digne. Vous voulez me punir, punissez-moi, m'en fous. Mais si vous arrive quelque chose, vous l'aurez voulu. Là, je l'ai menacé. Je suis passé comme ça. Quand j'ai remonté à 2 heures, j'avais un papier de rappel de 10%. Voilà. Comme j'avais gagné 300 francs, j'avais 30 francs. Et puis, il est venu la grève. 41. On a fait grève. Ça a été dur à débrayer, on l'a fait. Puis on l'a fait d'une façon, en Barouche, ça s'est bien passé. Parce que la grève a duré 20 jours. Et 20 jours pendant la guerre, avec les box, tous les jours dans la cité. Avec des automitrailleuses, avec tout le matériel, les sitcars, tout le bordel, et puis les SS, puis les camions qui tournoient toute journée, ben tu sais, il faut le faire. Hein. Alors, on a fait la grève. On a eu des ravitaillements de plus.